Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, le syndrome de l'imposteur est souvent évoqué à la légère, comme une fragilité passagère, un simple manque de confiance en soi. Et dans la réalité du travail, il s'agit d'un mécanisme parfois plus profond, un doute persistant sur sa légitimité, une peur d'être démasqué malgré des compétences reconnues et des résultats quelquefois objectifs. Ce malaise touche des profils très différents, cadres, dirigeants, experts, entrepreneurs. Il ne relève ni de l'incompétence ni d'un défaut d'ambition, mais dans les organisations, ce syndrome de l'imposteur influence la prise de décision, le rapport à l'erreur, la capacité à se rendre visible et parfois la trajectoire professionnelle elle-même. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous voulez prendre la parole, poser des questions, témoigner, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invitée, Rita Sepsi, qui est fondatrice d'Inspire-RH. Et nous nous intéressons ce matin, je le disais dans les propos d'introduction, à un syndrome, le syndrome de l'imposteur. Alors quand on gère les ressources humaines, on se confronte à des profils très divers, très variés. Et effectivement, ce profil-là, il n'est pas très rare non plus de le rencontrer, Rita Sepsi. Alors on commence par le commencement, le syndrome de l'imposteur. On a toutes les raisons d'avoir de la confiance et pourtant, elle manque à l'appel, Rita Sepsi. Alors, moi, je dirais que c'est pas... Oui, alors bonjour déjà. Oui. Moi, je dirais que c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément un manque de confiance en fait. Le syndrome de l'imposteur touche beaucoup plus les personnes qui ont au contraire un excès de lucidité et dans des environnements qui souvent sont exigeants. Alors que dans la croyance générale, on va se dire ah bah hada ma taïqsh fi raso. C'est un manque de confiance, il manque de confiance en lui, il a le syndrome de l'imposteur. Mais c'est plutôt le contraire. C'est les personnes les plus lucides et les plus compétentes qui vont douter d'elles-mêmes. Oh, la compétence ne fait rien à l'affaire. On peut être le plus compétent du monde. Seulement, la somme des choses qui nous restent à connaître est infiniment plus vaste que les choses qu'on connaît. Les choses qu'on ne maîtrise pas sont infiniment plus nombreuses que les choses qu'on maîtrise. Et c'est une lucidité, mais c'est un point de départ qui est partagé, entre guillemets, par tout un chacun. Alors si on s'estime soi-même, ou on estime que sa coupe est vide, c'est quelque part que, on se dit peut-être que la coupe des autres est plus pleine que la nôtre. À tort. Alors, est-ce que c'est toujours de la lucidité ? Alors, en effet, tu as évoqué la comparaison. Et le syndrome de l'imposteur va effectivement intervenir quand on va avoir tendance à se comparer par rapport aux autres. Mais encore une fois, ça nous ramène à de la lucidité. Ah, oui. Parce que... Mais si l'on les estime à tort, disons, plus compétents, plus dans la maîtrise, plus dans ceci ou cela, effectivement, je ne suis pas certain que le regard soit le plus juste. Alors là, on fait plus notion aussi à la notion d'exigence. C'est-à-dire que plus une personne va avoir tendance à être exigeante envers elle-même, et plus elle va se comparer par rapport aux autres et estimer que les autres font mieux ou font plus. Alors maintenant, ça n'aide pas avec les réseaux, avec LinkedIn où tous les matins, j'ai l'honneur d'annoncer, j'ai l'honneur de partager, etc. Donc c'est vrai que ça peut mettre de la pression et chez certains, amplifier davantage ce syndrome de l'imposteur. Alors que si on y va un peu plus en détail, c'est pas forcément ceux qui communiquent le plus ou qui font le plus de bruit qui ont forcément plus de choses à apporter. Alors, c'est d'abord le niveau d'exigence qu'on a vis-à-vis de soi-même qui est peut-être le premier pli, ce que j'entends, Rita Septi, qui nous pousse, entre guillemets, à se sentir, peut-être pas légitime, ou à prendre la parole, ou à décider, ou à douter. Alors, ça se manifeste dans le monde du travail comment, Rita Septi ? Alors, dans le monde du travail, ça se manifeste de différentes manières. Les personnes qui vont le plus souffrir de ce syndrome de l'imposteur sont peut-être les moins visibles. Parce que c'est au contraire, c'est les personnes qui vont être exposées. Parce qu'on va développer ce sentiment. En fait, ce sentiment, c'est quoi ? C'est un décalage qu'on ressent intérieurement entre ce qu'on pense être et ce qu'on dégage à l'extérieur. Ah. Donc, je vais donner un exemple. Oui, c'est-à-dire qu'on se sent amoindri.
Quand Mais on... c'est un décalage Oui, vraiment de l'intérieur. Et du coup, bah, c'est les personnes qui vont être le plus exposées qui vont avoir tendance à avoir ce sentiment d'imposteur. Je vais vous dire, euh, plus on va monter en grade, plus on va être manager, directeur, leader, on va avoir une promotion, etc. Ça va faire un effet waouh chez les autres. Et donc, les autres vont venir vous féliciter, vous dire qu'ils vous trouvent incroyable, que c'est super, que votre présentation était géniale, etc. Mais vous, mm, à l'intérieur de vous-même, vous n'estimez pas mm. que c'était légitime, en fait. Vous estimez juste que vous avez eu de la chance, par exemple. Et donc, ce décalage va se créer entre ce que les gens pensent que je suis, entre ce que je dégage, ce que les gens pensent de moi, et ce que, au final, moi, à l'intérieur de moi-même, je pense de moi. Oui, bon, alors dans ce cas bien précis que j'entends, Rita Septi, c'est que bon, je suis plus sévère vis-à-vis de mes prestations, vis-à-vis de ce que je fais, que ne le sont les autres. Alors, j'ai deux options, ou je vais être tenté de les croire, ou je vais me dire, c'est une vaste imposture, et je n'ai pas aucune raison de privilégier l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes vis-à-vis de moi à l'opinion que moi j'ai vis-à-vis de moi-même. Alors qu'est-ce qui fait que je vais toujours opter pour le prisme qui est le mien au lieu de, oui, de me nourrir un peu oui, des avis favorables que je peux avoir ici ou là. Alors, on va revenir justement à ce niveau d'exigence que je vais avoir envers moi-même. C'est-à-dire que plus je vais tendance à être exigeante envers moi-même, ça veut dire que tout ce que je vais accomplir, à mes yeux, ne va pas être suffisant. Et ça, on a été un peu éduqué à ça, hein, le système scolaire. Oui. On va avoir, et c'est d'ailleurs les meilleurs élèves. Les bons élèves, quand ils vont avoir un 19, ils vont sortir en pleurant parce qu'ils n'ont pas eu 20. Ou bien ils vont avoir un 19, mais la meilleure note était de 19,5. L'enfant va être effondré. Oui, mais ça c'est Parce- les parents parce que Alors oui. c'est les parents, oui, mais c'est pas que les parents, c'est Là, mais il y a des systémique. parents, mais j'en ai connu. Des parents qui, dès lors que ce n'est pas la note parfaite, pourquoi? Qu'est-ce qui a manqué? C'est la Mais première question. oui, Oui, c'est c'est la pas que première les question. parents, c'est Oui. systémique. C'est les parents, c'est l'école, c'est les éducateurs, c'est maintenant les réseaux sociaux, cette exigence de, voilà, d'être parfait, hein, de l'illusion de pouvoir être parfait. Et en fait, ces bons élèves qui, à l'école, Mm. avaient voilà, l'habitude d'avoir les meilleures notes, etc., etc., donc pour eux, ils étaient les meilleurs. Mais quand on arrive dans le monde de l'entreprise, il y a pas forcément de notes. Il n'y a pas quelqu'un qui, tous les matins, va vous rassurer pour Oui, vous dire vous avez fait mieux que les autres. Et il y a pas la meilleure réponse en oui. entreprise. Il n'y a pas la meilleure présentation. Il n'y a pas la meilleure négociation d'un contrat. Donc, il y a beaucoup de subjectivité. Mais quand, enfant, on a grandi avec ce niveau d'exigence et de cette quête de perfection, quand on arrive dans le monde du travail, limite, on n'a plus forcément de boussole. On va se comparer aux uns aux autres, etc. Et quand en plus on a avec le niveau d'exigence de ok, oui, mais bon, oui, j'ai fait une très bonne présentation, mais aujourd'hui j'ai eu de la chance parce que c'était un sujet que je maîtrisais, parce que l'année dernière j'avais présenté le même sujet. Et en fait, c'est des gens qui vont avoir tendance à minimiser leur rendu. Quand vous allez aller les féliciter pour leur dire ah ben c'est super ce que tu as présenté tout à l'heure, etc. Ou là, même gars, en parlant même pas du monde de l'entreprise. Vous savez, des fois, on va croiser quelqu'un, on va dire à une dame, par exemple, ah, tu es belle ce matin, ta coiffure, etc. Ah oui, tu trouves, pourtant, je suis sortie super pressée. Ah oui, mais ta robe, elle est très jolie, très belle robe. Ah oui, mais c'est une robe que j'ai achetée vraiment pas chère. Et en fait, et, 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 et on observe ça, et ça existe vraiment. Mais à contrario, on a des personnes aussi qui ne font pas grand-chose hein, en termes d'efforts. Et pourtant, ils vont être extrêmement fiers de ce qu'ils ont fait. Ah oui, non, mais ça c'est les adorés de leur maman. Oui, mais ça renvoie aussi parce qu'en fait, Oui. la jauge, c'est justement ce niveau d'exigence. Mm. Plus je vais avoir un niveau d'exigence élevé envers moi-même, plus je vais avoir tendance à développer ce sentiment d'imposture. Mm. Et moi, je vais être exigeant envers moi-même et plus je vais au final être content et satisfait de ce que j'ai fait. Et si je reçois des compliments, bah, je vais bien les savourer. Si je reçois pas de compliments,
je vais me complimenter moi-même en me disant: «Ah, j'ai vraiment assuré, c'était top, j'ai vu dans les regards des autres qu'ils étaient impressionnés» et cetera. Alors vous me direz, qui c'est qui a le plus confiance en lui à ce moment-là? Ah bah, Allez, bah, je suis curieuse d'avoir ta réponse, Van. c'est... Qui, selon toi, va avoir plus confiance en lui? Bah, de manière générale, si, quel que soit ce que me présente l'extérieur, les événements, les avis des gens, les personnes, le regard et ainsi de suite, je fais... bon, pour moi, ce sont deux éléments qui se renvoient comme de la lumière se renvoie dans un miroir. C'est un peu la même chose. Si j'ai le besoin d'une certaine façon ou de privilégier mon opinion négative, quelles que soient les circonstances, ou de privilégier l'opinion positive des autres vis-à-vis de moi, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc dans les deux cas, c'est un manque de confiance. Tout à fait. C'est cette Ah, notion donc c'était de... une question piège. Non, Ah mais oui, tu t'en es très bien sorti. bon. Oh là, Tu ah, t'en es très bien bon, sorti. ça va, donc je ne suis pas un imposteur. Il est 10h22, on va profiter de la respiration musicale en attendant d'être rejoint par Alice Alhani et nous restons bien entendu ouverts à l'échange, à vos témoignages, à vos questions si vous souhaitez prendre la parole et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons notre émission avec notre invité Rita Septi qui nous parle ce matin du syndrome de l'imposteur. Alors je ne sais pas si on en parle parce qu'on l'a observé, parce que quand on gère, je le disais, les ressources humaines, effectivement on est confronté à rencontrer des profils bien différents. Alors le syndrome de l'imposteur, comment on le détecte chez un profil lorsqu'on passe un entretien ou lorsque simplement on est amené à travailler avec un nombre important de personnes et qu'on observe effectivement cette fêlure ou cette faille ou ce pli tout simplement. Alors, en entretien, et on en parlera aussi avec Heli, hein, qui lui est l'expert du recrutement, et il en voit beaucoup plus que moi, hein, de candidats. Mais en fait, le syndrome de l'imposteur, justement, comme tu l'as dit, on le détecte. C'est pas quelque chose qui va être verbalisé. Jamais vous allez, enfin, jamais, mais presque jamais, vous n'allez pas avoir spontanément un collaborateur qui va venir vous voir pour vous dire, écoutez, moi je souffre du syndrome de l'imposteur. Mais oui, c'est pas un aspect qu'on porte sur sa carte d'identité. Exactement, parce Oui. qu'il y a aussi un sentiment un peu de honte en général qui est accompagné de ça. C'est-à-dire que, alors déjà, quelqu'un qui se réveille tôt les matins et qui a l'impression et le sentiment que chaque matin, on va découvrir que c'est un scam. Que chaque matin, Oui. on va découvrir. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Et c'est Un scam, lourd, c'est une hein, fraude. Hein. c'est pénible parce que, Oui. comme son nom l'indique, c'est un syndrome de l'imposteur. L'imposteur, ça veut dire qu'il y a un moment où on va le découvrir et où on va le dénoncer et où Donc, les autres vont oui. découvrir que c'est un imposteur. Oui, mais souvent la question à se poser, c'est la raison pour laquelle je vis ou j'ai envie de vivre d'une certaine façon avec cette crainte. Donc, cette crainte, c'est un moteur d'action et parfois un moteur qui nourrit cette exigence. Mais Effectivement. ça, c'est... Effectivement. Mais quand on n'en est pas, c'est-à-dire que quand on arrive au stade au moins où on arrive à mettre un mot sur ça et qu'on comprend que c'est pas, on le vit avec moins de solitude en fait. Parce que dans un même groupe, il y a plein de personnes qui, elles aussi, vivent avec ce sentiment de l'imposteur. Oui. Mais sauf qu'on ne le verbalise pas. Mais On peut être oui. autour de cette salle et être 3 ou 4 personnes qui ressentent ça, mais qui ne vont pas le dire. Nous sommes désormais 3 personnes au studio, puisque Karim Droné vient de nous rejoindre. Cela dit, c'est une méga consolation que de se dire effectivement que d'autres trimballent avec eux dans leur goguette ou dans leur bagage les mêmes fêlures. Alors on va céder la parole, je vais céder ma place même à Karim Droné qui nous présente les actualités. On se retrouve pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Rita Septi, nous sommes avec Alice Alhani qui nous a rejoint et nous parlons du syndrome de l'imposteur. Bon, les retards ne font rien à l'affaire, comme on dit bonjour. Toutes mes excuses à vous deux et à toutes les auditrices et les auditeurs. Parce que mais bon, qui يقول لك بالمغربية قال له واش تعرف العلم كان عارف نزيد فيه. J'ai pas pris en compte qu'il pouvait avoir un accident sur la route, un truc comme ça. Oui, mais ça arrive, c'est la vie. Par contre, comme je vous le disais en aparté, je le dis aux auditrices et aux auditeurs, c'était un plaisir de vous écouter. Tu étais de l'autre côté. Oui, je te promets que c'était un plaisir parce que ça a réveillé en moi beaucoup de choses, surtout quand parler des Rita de lucidité.
Oui. Et cette histoire de manque de confiance en soi, etc. Et je l'ai dit à Rita tout à l'heure, je vous en remercie. Je te promets que c'était bénéfique pour moi de vous écouter. Pourquoi? Parce que Oui, mais ce c'est pas qu'a interdit de dit nous Rita tout écouter à l'heure, en je étant l'ai sur le vécu plateau. avec Alice. beaucoup d'enfants, Oui. pas d'enfants, avec beaucoup de candidats de Polytechnique, Centrale et Pont et Chaussée issus des classes populaires. C'est des gens qui ont obtenu des primes et qui ont pu avoir des primes, des bourses, Oui. et qui ont pu faire leurs études à l'étranger et qui étaient brillants. Et chaque réussite, ils se posaient 36 000 questions. Et chaque fois, je leur disais, mais pourquoi t'as... Alors, je le dis en marocain, mais c'est pas c'est une question de psychique, c'est une question dialectique. Oui, alors, cette question de syndrome d'imposteur, bon, moi, je dirais une chose, c'est que si quelqu'un a la présence d'esprit de découvrir qu'il a ce syndrome qu'il vit ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'il vaudrait mieux. Alors, je dirais pas qu'il fallait voir un psychothérapeute, mais il faut qu'il en parle beaucoup. Je ne sais pas, Rita, parce que ça pourrait l'aider. Tu es quelqu'un de brillant, j'assume. Ça fait. Vous êtes quelqu'un de brillant, pour vous poser pas trop de questions. Je disais souvent, tu connais Fouad El-Aroui, l'écrivain. Oui. Il présentait son livre. Et non, c'est Moulay Idriss El-Alaoui Mdghri qui présentait son livre sur l'intelligence artificielle. Et je lui dis à un moment donné, je me rappelle, c'est de la présentation, vous savez, dans la vie, il ne faut pas trop se poser de questions. Il m'a dit non, il faut se poser trop de questions. Parfois, il ne faut pas trop se poser de questions sur le syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit d'autre, et il faudrait foncer. Mais toi aussi, tu l'as dit tout à l'heure, Rita, c'est bien de vous écouter. Quand Rita avait parlé à un moment donné d'un problème donné, tu as dit attention, les bons élèves, les meilleures notes, tu as dit également c'est un vécu familial. Mais bien entendu. Et c'est vrai, c'est un vécu familial. Et il faudrait que les gens vous puissent se imaginez, dire... tu prenais l'exemple de personnes qui avaient fait des études scientifiques, disons des parents polytechniciens. L'enfant, il fait une école de commerce. Donc vous imaginez que pour lui, bien entendu, le niveau d'exigence qu'il a pu rencontrer au niveau de son parcours académique et scolaire était infiniment moins difficile que celui de ses parents. Donc dès lors qu'il a une réussite dans sa vie professionnelle, il va toujours la regarder de loin. Pour lui, c'est infiniment moins difficile que d'autres parcours, et par conséquent il pourra très facilement peut-être nourrir des doutes par rapport à ses compétences, par rapport à ses talents, par rapport à la confiance qu'il a en lui-même. Non mais alors là, merci d'ouvrir cette parenthèse, excuse-moi Rita, parce que là ça me marque. La plupart des amis que j'ai rencontrés dans ma vie, qui étaient de brillants polytechniciens, je le dis, brillants centraliens, brillants lauréats de Pont et Chaussée, brillants je parle de ces trois écoles qui pour moi sont de très très bonnes écoles, ont foutu en l'air la vie de leurs enfants parce que papa et maman se sont rencontrés à Polytechnique, ou bien papa et maman se sont rencontrés à Centrale, papa et maman l'un est d'HEC et l'autre d'EC, ils voudraient voir leur enfant comme ça. Oui. Foutez la paix à vos enfants. Je dis foutez, hein. Je ne dis pas laissez tranquille vos enfants, je le dis de cette manière, je dirais brutale. Foutez la vie à vos enfants. Vous êtes vous, eux, ils sont eux. Donc le syndrome d'imposteur, je crois que c'est... J'allais dire pipi. C'est quelque chose de rigolo par rapport à ce que tu viens de oui, mais laissez vos enfants tranquilles, que ceux qui nous écoutent, qu'ils aient de bons diplômes. Et figure-toi pourquoi je te dis ça, parce que ça nous fait rire. Nous avons quelqu'un dans la famille qui a réussi sa vie pleinement. C'était le nonchalant de la famille. Les parents étaient très brillants. Ils ont fait des grandes universités américaines. Et les parents, ils étaient babacool. Hein. Ils ont laissé tranquille ce garçon-là. Et une fois, le père, il me dit, tu sais, moi, le fait qu'il réussisse, c'est plus important pour moi. Un 11 sur 20, un 10 sur 20, un 12. Il faut qu'il réussisse, qu'il ne retape pas. D'accord? Figure-toi, à un moment donné, il s'est réveillé. Une autre, qui est brillante, qui est aux États-Unis, c'est une grande photographe, qui a réussi dans sa vie. Donc là, c'est te dire quand... fout la paix aux enfants, et je referme cette parenthèse, je suis désolé pour cela, et on revient à notre syndrome de l'imposteur. Non, mais Alice El-Hani, ce que tu dis, c'est que toujours les failles des autres nous paraissent parfois incompréhensibles, faciles à dénouer, parce que ce sont des éléments qu'on observe parfois de l'extérieur, et c'est toujours beaucoup plus facile quand on observe les choses de l'extérieur que lorsque tu vas jamais vivre. Oui. Tu ne vivras jamais si tu tiens compte de ce que tu dis des gens. Mais le syndrome de l'imposteur, par contre, il est très interne.
Oui, oui, Rita, bravo. Pardon. Il est interne et justement, c'est parce qu'il est interne et il est vécu avec une forme de honte. C'est pas forcément quelque chose qui va être verbalisé. Comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas croiser quelqu'un qui va vous dire, écoutez, moi je souffre du syndrome de l'imposteur. Encore moins dans un environnement corporate, encore moins envers le DRH ou le manager ou le directeur. Parce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'on doit taire parce qu'on a peur d'être démasqué. Tout à fait. Et quand on est dans des environnements qui sont exigeants, on va trouver peut-être dans la même équipe ou au sein du même comité de direction 2, 3 personnes qui vivent ça, mais chacun de son côté. Et comme on n'ose pas en parler, on ne sait pas trop, etc. Mais c'est une vraie souffrance aussi qui peut s'installer. Et surtout comme je vous disais, quand on se réveille tous les matins en allant travailler, en se disant, bah, aujourd'hui, on va se rendre compte, à telle présentation, ils vont réaliser que je ne suis pas compétent ou que... Et en fait, toutes les réussites, on va les attribuer à la chance. J'ai juste eu de la chance. J'ai pas fait grand-chose, j'ai juste eu de la chance. Et comme je disais tout à l'heure, ça vient avec un niveau d'exigence qui est extrêmement fort. Très bien. Donc même quelqu'un qui va beaucoup préparer pour un entretien, pour avoir une promotion, il va beaucoup préparer. Mais pour lui, ça ne va pas être assez. Tout à fait. Oui, mais rien ne sera assez Exactement. dans cette configuration. Et en plus, en dehors de la notion de préparation, il y a des gens qui sont brillants, qui n'ont pas forcément besoin, ou pour eux, les choses, elles sont innées. Il n'y a pas forcément une notion d'effort qui va accompagner la chose. Et donc, quand il va y avoir du mérite ou une reconnaissance par rapport à ça, la personne va se dire « Voilà, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas qui fait d'accord. » Alors que ما وجدت ما خدمت ما هادشي ما وجدتش ليه راه غير جاتني البالي وقلتها ما عرفت كاع حتى كي درت خرجت ليا. Oui, mais c'est ça on l'entend et même à l'école il y avait des personnes qui quand elles donnaient un avis sur la note qu'elles allaient avoir ou qu'ils allaient avoir, c'était toujours c'était pas ça, c'est-à-dire des appréciations négatives. Par rapport à l'examen, au test, et in fine, toujours la bonne surprise. C'est-à-dire... Ces enfants en pensaient juste qu'ils ne voulaient pas dire qu'ils avaient bien passé. Alors moi, ma fille pleure systématiquement après chaque examen. Oui. D'ailleurs, maintenant, quand je lui envoie un message, je lui dis combien tu as pleuré avec un peu, beaucoup, des rivières. Vraiment, c'est un QCM que j'ai fait avec elle. Elle sort en pleurant de tous les examens. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, tout à fait. Mais tu as utilisé le terme magique. C'est interne. C'est interne à toute personne et cette personne n'ose pas parler de ce syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si c'est Sigmund Freud qui avait dit si tu connais les symptômes, tu guéris la maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appel et ça je le dis souvent aux gens qui enseignent les ressources humaines, la psychologie ou les grandes écoles, aux élèves. Merci Rita d'avoir... Parce que là, tu m'as touché, le truc, ça fait vivre en moi beaucoup de choses. J'ai vécu ça avec beaucoup de gens. Faites parler les gens, dites aux gens qu'il n'y a pas de mal à dire ce qu'il en est. Affirmez qu'il y a ce syndrome de l'imposteur. Appelez-le comme vous voulez. Moi, je parle aux gens. Effectivement. Mais dites-le, j'ai cette impression. C'est bien ce que tu viens de dire à propos de la petite. Elle pleure systématiquement. Donc, si ce n'est que ça, peut-être qu'elle est encore très jeune. Mais oui. Et donc, mais surtout nos candidats, parce que nous avons de brillantes personnes. Nous avons de brillantes personnes au Maroc. Moi, je parle que du Maroc parce que je ne connais que mon pays pour l'instant. Malinesh. Donc, il y a des gens brillants qui se cassent eux-mêmes. Qui n'a pas cette confiance. Tu as parlé de lucidité, Kbaïla. Tu as parlé de lucidité. Oui. Et cette confiance en soi, il faut qu'elle soit. Pourquoi ? Parce que ça me fait mal au cœur d'avoir des gens, ce qu'on appelle chez nous au Maroc, moi je trouve pas la traduction de le terme. Oui. Multazimat المحتل. Mais moi je parle des à côté. Comme j'ai cherché le terme, il fallait bien que je le place. Alors, quelqu'un me disait il faut être jba pour réussir dans la vie jba.
C'est-à-dire, il faut être, il faut être ambitieux, pas ambitieux, il faut. C'est crâneur. Non, trouve un autre terme que les gens puissent comprendre qui les marque. Non, pas crâneur, un terme, comment on dit, Effronté. Effronté, voilà. Mais opportuniste, il peut tuer papa et maman pour arriver. Effronté. Non, mais moi j'ai dit souvent aux gens, combien d'effrontés ont pu réussir dans la vie? 1 ou 2%. Mais 1 ou 2%, là, ça, parce que quelqu'un qui dirige, à un moment donné, ça s'arrête là. Mais par contre, j'essaie de trouver le proverbe marocain. Tout à l'heure, quand vous discutez tous les deux, quand tu as dit un terme exact, il y avait un terme marocain, un proverbe marocain qui dit tout. Terme il va me revenir parce que... C'est la respiration musicale ouvre les chakras. Non, pardon, oui. Et j'ai intérêt à me taire parce que je suis venu en retard. Non, mais c'était sympa, c'était calme tout à l'heure. Allez-y. 10h49. On va prendre le temps de cette respiration-là et on se retrouve bien entendu pour la suite de notre émission qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Et ceux qui veulent prendre la parole, au standard, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos invités Alice Hani, nous sommes avec Ritza Sebsi, nous parlons du syndrome de l'imposteur. Alors pourquoi est-ce que nous nous y intéressons? C'est parce que c'est peut-être un frein. Ça peut avoir, entre guillemets, des conséquences sur son attitude, sur sa perception, sur la souffrance qu'on peut avoir à se réveiller chaque matin avec l'idée qu'on sera démasqué, qu'on verra qu'on est effectivement possiblement une fraude, que le château de cartes va s'effondrer, que le monde va s'effondrer. Donc c'est un drame dans sa psyché. Et il en est de plusieurs variantes. Mais celui qui nous intéresse ce matin, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors en tant que disons professionnel des ressources humaines au sens un peu large. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce ne sont pas des aspects qu'on peut aborder facilement dans le monde du travail. Ce ne sont pas des fragilités qu'on évoque avec ses collègues. Ce ne sont pas des fêlures ou des blessures dont il est facile de parler, Rita Septi. Alors, on peut détecter ça. Ça se détecte. Alors, ça suppose déjà une proximité parce que là, on suppose déjà qu'on parle de direction RH qui sont proches des métiers et proches des gens et non pas des directions RH dans lesquelles on vient récupérer son bulletin de paie et son attestation de travail. Oui. Mais dans les structures où on a justement des RH qui sont impliqués, qui sont proches des gens, qui rencontrent les gens et qui discutent avec eux, avec les managers, etc. On a la possibilité de détecter ces profils. Alors, il ne faut pas confondre. Alors, l'humilité, c'est une compétence. C'est très, très bien d'être humble. Et on peut passer à côté en se disant juste que non, telle personne, elle est juste humble. L'humilité, c'est très, très bien. C'est une compétence. C'est une caractéristique de leadership, d'être humble. Oui, maintenant, comme disait Sacha Guitry, pour la modestie, je suis le meilleur. C'est ça. Maintenant, c'est aussi un détecteur. C'est quelque chose avec qu'on peut identifier déjà et se poser la question de se dire quel est le juste curseur. Exactement. Où est-ce que la personne place ce curseur? Est-ce que c'est juste de l'humilité ou est-ce que ça vient cacher derrière un réel sentiment d'illégitimité? Parce que quand on parle de syndrome de l'imposteur, si on ne l'évoque pas en tant que tel, disons que sans avoir le mot technique, c'est un sentiment d'illégitimité où la personne va se sentir illégitime de quelque chose, illégitime d'une promotion, illégitime d'une reconnaissance, illégitime d'une augmentation, illégitime de briller en fait, illégitime d'avoir de la lumière. Et donc ces personnes, une fois qu'on a détecté ça ou qu'on a eu un doute sur ça, l'idée c'est de pouvoir s'approcher d'eux de manière à les mettre à l'aise pour libérer la parole, pour essayer d'aller challenger ce qu'il y a derrière. Quand par exemple il y a une ouverture de poste, disons qu'un poste, je ne sais pas, de manager de contrôle de gestion, disons, responsable de contrôle de gestion, disons. Ce poste, il a été ouvert. Et quand, soit moi en tant que RH, soit le directeur financier, le directeur du département, va se dire, un tel, est-ce qu'il a postulé? Et que la RH va dire, non, en fait, non, un tel n'a pas postulé. Et on va se dire, pourtant, il en a la compétence, il pourrait postuler. Alors, on va avoir une direction RH qui peut se dire, ok, tant pis s'il n'a pas postulé.
Tout comme on peut aussi avoir une direction RH proactive qui va aller chercher la personne et lui demander. Mais c'est Ce vrai qui que fait qu'elle n'a oui. pas postulé. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, on se dit, si la personne ne fait pas la démarche d'elle-même, c'est que quelque part, elle n'est pas faite pour ce poste-là. On peut Souvent, passer à on a ce... côté. Oui, On peut souvent, passer à avoir côté. ce prisme-là. C'est Allez, pas une entreprise qui serait. Ali Selhani. On Oui. va passer à côté. Ok. En ayant cette attitude, on va passer à côté. Mm. Mais par contre, avoir une démarche plutôt proactive et d'aller justement voir cette personne et comprendre pourquoi elle n'a pas postulé, je suis persuadée que dans l'échange, la personne va se dire là, وأنا manager, je veux pas être manager, وانا ما كنعرفش le management, وانا le poste ديالي صافي عجبني, انا هادشي اللي كندير Je suis صافي bien là je où je le suis. maîtrise. Donc c'est des personnes qui vont avoir peur de sortir de leur zone de confort, mais encore une fois, parce qu'ils vont pas forcément se sentir légitimes. Et aussi, le rôle de l'entreprise est important parce que malheureusement, sans forcément le vouloir, on peut vraiment mettre les gens dans cette situation. Parce que quand on a par exemple quelqu'un qui est extrêmement bon sur ce qu'il fait, techniquement il est bon, et ensuite il est promu, il devient manager. Si on ne l'accompagne pas, on favorise justement le syndrome de l'imposteur. Parce que sur sa compétence en tant que manager, sur ce sur quoi il est attendu en tant que manager, il n'a pas été formé, Oui, il ne sait pas. et C'est il pas aura- quelque chose qui s'apprend. Effectivement. Il Donc aura... si on ne l'accompagne pas, il faut qu'il y ait un espace de parole où la personne puisse se permettre de dire ما عرفتش ولا ما كنعرفش ولا comment on fait ولا je ne sais pas et j'ai peur de mal faire. Ah oui, je ne sais pas si on a peur de mal faire en essayant de respecter les horaires, mais Morad Baba nous a rejoint. Alors il est 11h00 encore, mais pour quelques secondes seulement. On va lui céder la place, la mienne précisément. Il va nous présenter les actualités en langue arabe et on se retrouve pour la deuxième heure d'émission des experts. Et nous prenons la suite de notre émission ce matin. Nous sommes avec deux invités que je présenterai rapidement. Nous sommes avec Ali Selhani, nous sommes avec Rita Sebti. Nous parlons du syndrome de l'imposteur dans l'entreprise. Alors il y a une marge d'action du département en charge des ressources humaines. C'est vrai qu'il y en a qui sont expéditifs. Alors c'est la fiche de paie comme on a pu l'entendre, c'est quelques échanges mais qui sont assez formels et peut-être assez distants. Et puis, il y a des ressources humaines dans l'entreprise ou des dirigeants qui assument cette casquette, qui sont très impliqués, qui essaient de déceler, qui essaient de comprendre, qui essaient de promouvoir simplement les bonnes personnes pour en faire des économies, parce que c'est toujours plus intéressant de promouvoir les compétents en interne, financièrement parlant, que de les recruter à l'extérieur. Et donc, il y a un intérêt. Seulement, les personnes ne se sentent pas nécessairement toujours les plus compétentes, le gabarit, les épaules pour assumer les responsabilités qu'on leur présente. Alors, c'était le point que nous discutions juste avant la respiration musicale. Je ne sais pas si, Ali Selhani, ça t'évoque quelques réflexions, mais... Tout à fait. Oui. Qu'a dit au départ Rita Pardon, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Une DRH proactive. Oui. Et je t'en remercie. Pourquoi? Alors, on a eu un cas, je te donne un cas pratique extraordinaire, de rien du tout. DG d'une entreprise, alors disons multinationale, mais dirigée par un Marocain, qui me racontait cette histoire. Une fois, je pense que c'était cette histoire de bilan. Très brillant le mec, hein. Tabarakallah, salam bi alayh, très brillant. Et qui voit dans le bilan un petit truc de... Non, il y a quelque chose qui cloche. Bilan, hein. Alors tu sais, les commissaires au camp, tout ce que tu veux, c'est bien beau, hein. Et il me dit, écoute-moi bien, Ali, ce qui s'est passé. Et je dis, il y a un problème, il y a quelque chose ici. Qui ne va pas. Oui. Il voit avec le directeur financier. Le directeur financier, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son chef comptable. Et le chef comptable voit le comptable, les comptables. Il y a un petit comptable qui sort du lot. Quelqu'un va écouter, il faut qu'on revoie le taux. Et le petit comptable dit non. Alors je vous avais dit qu'il y avait ceci et il y avait cela. Écoutez bien, alors c'est comme si tu avais vu cinéma. Et on va revenir au syndrome de... Ce DG n'avait jamais oublié ce petit comptable. Parce que là, tu sais un petit peu, tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. Hein, et surtout quand tu dresses les bilans, tout ce que tu veux. Hein. Oui. Il s'est rappelé de ce petit comptable. Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on recherchait un responsable financier, administratif financier, pour une filiale. Et merci d'avoir parlé de DRH proactive. La DRH n'était pas proactive. Et le DG passe un savon dans le sens très positif. Oui. Le mec, il me le racontait, très copain avec le DRH. On lui disait, Sahabi, n'attends pas que les gens viennent vers nous.
Va vers eux. Rappelle-toi ce petit comptable. Rappelle-toi cette histoire de ce comptable-là. Va le voir. Ce qu'a dit tout à l'heure, Rita, et tu as raison. Le manque est responsable. Il a eu peur quand tu es responsable. Ils l'ont accompagné. Exactement. Et il leur a dit, essayez de voir un petit peu. C'est vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais dû écouter beaucoup plus à la radio. Tu me fais sortir les polytechniciens dont on a parlé tout à l'heure. Et le petit comptable, ben aujourd'hui, c'est un bon c'est pour rigoler. C'est un très bon responsable administratif et financier aujourd'hui, surtout quand il s'agit de nos factures, il les règle vite. Et lui-même est venu nous raconter cette histoire en disant là, ben voilà ce qui s'est passé, Et on a accompagné. La DRH est devenue pro. Aller vers l'autre. Il y a des gens qui sont bons. N'attendez pas que... Alors parfois, tu as des... Donc, pour moi, les imposteurs, enlève le terme syndrome. Il y a un poste à pourvoir en interne et il y a des gens qui viennent postuler. Ils savent bien qu'ils n'ont pas les compétences. Ils te disent non, pourquoi ce poste, pourquoi vous avez recruté quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Non, ce que tu disais tout à l'heure. Bah, c'est parfois... les effrontés au crâneur, comme tu disais. Oh. Crâneur, ça fait un petit peu tu cool. Effronté, avec le bsellet. Et ils ne comprennent pas ça. Alors qu'il y a d'autres qui sont compétents, mais qui nécessitent d'être un petit peu suivis. Mais tu avais dit également, Arita, tout à l'heure, un truc. Bon, parfois, c'est l'entreprise voit un petit peu ce qui... c'est surtout la fin du mois, qu'est-ce qui va rentrer, c'est la facturation. Le fait de penser aux autres, est-ce qu'ils slahent ou les slahent, et c'est ça le véritable malheur. Oui, mais des fois, imaginons que ce syndrome-là puisse être comparé à une forme d'épine, ou une forme, de blessure interne. Alors, je ne suis pas certain qu'une discussion avec les ressources humaines qui décèle effectivement cet aspect-là chez une personne qui a des compétences et qui pourrait être promue puisse, entre guillemets, soigner ou faire entrevoir d'autres façons de percevoir sa propre compétence à la personne concernée, Rita Sepsi. Alors, c'est clair que la DRH n'a pas vocation à soigner les gens. Hein. Enfin, voilà, déjà, il faut être médecin pour soigner les gens. Mais par contre, la DRH peut jouer un rôle important dans le sens où créer un environnement, une safe place, en fait, pour la personne. Donc, l'encourager et la faire accompagner. Alors aujourd'hui, il y a des coachs externes qui viennent accompagner. Même si on ne fait pas forcément appel à l'externe, mais l'idée, c'est comment mettre en place un petit plan de développement ou d'accompagnement pour la personne, pour l'encourager. Et attention, l'idée, c'est pas d'infantiliser les gens, parce que c'est absolument pas l'idée. Comme on dit dans notre jargon, on est co-créateur de sa carrière. C'est-à-dire que le collaborateur et l'entreprise sont co-créateurs. Mais quand on voit qu'il y a des personnes qui n'osent pas alors qu'elles sont compétentes, quand on voit que dans les évaluations de fin d'année, on voit par exemple que la personne a été extrêmement bien notée, mais quand il y a des promotions, la personne ne vient pas postuler d'elle-même. Et à contrario, des gens qui ne sont pas du tout bien notés sur l'année, dès qu'il va y avoir un poste à pourvoir, et c'est marrant parce qu'ils peuvent postuler pour plusieurs postes. Hein. On les connaît, on les a tous vus en entreprise. On ne sait jamais. Oui. Exactement. Et des fois, on est extrêmement étonné de voir certaines personnes postuler, mais c'est leur droit, c'est leur expérience. Ils vont postuler, ils vont pas forcément être pris. On va leur faire le feedback, etc. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est pas grave, c'est des gens qui cherchent. Et malheureusement, il y a des gens qui sont légitimes, qui ont la compétence et qui ne vont pas forcément aller chercher. Mais nous, on a un rôle en tant que RH ou en tant que dirigeant, oui, mais en même temps, bon, le DG ne peut pas forcément s'occuper de ça. C'est pour ça qu'il a un DRH. Et dans les RH, il y a ce qu'on appelle la gestion des talents. La gestion des talents, ça commence par quoi? Ça commence par identifier des gens qui ont un potentiel. Et une fois qu'on a identifié ces gens qui ont ce potentiel, on les accompagne. Alors, on va les accompagner sur le volet compétences, sur le volet métier, mais on va surtout les accompagner sur le plan personnel. Comment oser sortir de sa zone de confort et comment se confronter un peu au doute, mais sans qu'ils en deviennent pour autant malades. Parce que l'idée, c'est pas d'exposer les gens de manière non plus à ce que ça devienne une souffrance.
et s'assurer que l'environnement autour soit aussi bienveillant. Mais malheureusement, et je dis ça vraiment malheureusement, il y a des managers qui ont la compétence de repérer هادوك الناس qui se sentent pas légitimes et qui كيكرفصوهم. Oui, ouais, Et vraiment. Oui, non, mais Et ça existe. Oui, mais ça, c'est ce que disait quelquefois Ali Serhani. L'entreprise, c'est quelquefois une jungle. Et c'est vrai que une personne qui a des compétences est possiblement perçue par d'aucuns comme des dangers ou comme des personnes qu'il s'agit de remettre à leur place. Et il n'y a pas que des biens intentionnés dans la vie, Ali Serhani. Tout à fait. Mais le rôle... Tout Oui. à fait. Mhm. Mais le rôle d'un bon DRH, le rôle d'une entreprise qui veut vraiment croître, mais de manière extraordinaire, c'est de veiller à ce que... de booster ces gens, si j'ose dire. Je ne trouve pas d'autres termes. C'est-à-dire qu'il faudrait, bien sûr, ne pas les infantiliser. Tu as raison. Effectivement, Ajinta, ma femme, tu ne vois, tu comprends rien à la vie. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et se dire, bon, voilà, j'ai des compétences. Et pourquoi je te dis ça, mon cher ami? Rappelle-toi bien, quand je dis souvent aux gens, quand vous avez un imbécile, ou un idiot, quelqu'un de stupide qui est dans votre entreprise, qui vous crée que des problèmes, donnez-lui son chèque et foutez-le à la porte. Mais quand vous avez quelqu'un de très compétent, prenez soin de lui. Très compétent, mais il ne le sait pas. Ou bien, haq rasoul. Parce qu'il y a également, pour revenir à ce que tu as dit, effectivement, le vécu familial. Au Maroc, surtout au Maroc, moi je parle beaucoup du Maroc, nous constatons une chose, c'est que le vécu familial est quelque chose de... Tout à l'heure, on parlait de grandes compétences. J'avais quelqu'un qui me disait, lui, il vit toujours, il est toujours là, il est toujours là. Il est bon, hein. Il est complètement... il est borné au niveau côté comportement. C'est un pont et chaussée, brillant, mais il se prend pour je ne sais qui. Et il me dit une fois, une balance, tu sais, Ali, mon père, il a été DG à l'âge de 27 ans, de l'une des plus grandes entreprises. Attends, la meilleure, c'est quoi? Je lui dis, mais ton père, quand il avait eu son diplôme, il n'y avait pas de diplômé au Maroc. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien au Maroc. Oui, oui. Tu sais que l'indépendance, le départ des Français, on a pris celui qui avait, par exemple, un poste d'ingénieur, il pouvait devenir ministre du jour au lendemain. D'ailleurs, nous avions un ministre polytechnicien qui était ministre, je pense, à l'âge de 26 ans. Était-il brillant ou pas? Je pense qu'il était. Hein. On n'en sort pas de Polytechnique indemne au sens positif du terme. Bon, d'accord. Mais revenons à ce que je disais, le vécu familial. Alors, on a beaucoup de gens qui vivent ce syndrome de l'imposteur et peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais qui souffrent la comparaison avec leurs parents. Et qui ne le savent pas pourquoi. Alors, ils ne le savent pas, mais il y a également pourquoi j'ai dit l'école. Pourquoi j'ai dit... Il faudrait dire aux gens, attention, on appelle ça... Bon, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, pour moi, est mal nommé. Hein. Pour moi, il est mal nommé parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, on ne saisit pas rapidement ce que ça veut dire. C'est clair. On ne saisit pas. Et il faut dire aux gens, attention, تكون شوية ثقة في نفسك ولكن ماشي ثقة زايدة. زعما على قد الحال. Moi, j'ai un bac littéraire, je ne vais pas réfléchir comme quelqu'un qui est matheux. Non, le matin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le matin, moi, si je dois comprendre une chose dans une heure, non, laisse-moi finir. Dans une heure, lui va peut-être la comprendre dans une minute. Non, mais attention, lui, peut-être qu'il a peut-être des défauts. C'est qu'il faudrait qu'il rectifie le tir au niveau de ses compétences comportementales. Moi, je n'ai rien à rectifier. Je ne suis pas matheux. D'accord. Bon, revenons à nos moutons pour te dire. Quand je dis moi, toi, dans l'entreprise, on a beaucoup de gens. Tu sais, moi, je dirige une TPE. Je ne te le cache pas. Hein. Les compétences, elles passent. Et tu vois celui qui fait قلوب المغربية يصلح ولا ما كيصلحش كينا. Mais tout se voit. Tout se rapidement. C'est une petite TPE. Dans une grande entreprise, c'est vrai que le DG... On n'a pas de cas de le DG parce qu'il a suffi qu'il sorte de problème de comptabilité, de rien du tout, pour qu'il découvre, qu'il se rappelle de ce petit comptable. Mais dans une entreprise, la DRH, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. La gestion des talents. Et c'est là, merci d'avoir ouvert cette... Moi, je dis souvent aux gens, gestion des talents, gestion des carrières, c'est vous-même qui gérez votre carrière. Mais par contre, ce que tu viens de dire est juste. Là, la gestion des talents, il y a des talents cachés. Allons les chercher. S'ils ont le syndrome de l'imposteur, accompagnons-les.
et voyons voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et ça ne donnera que des bons résultats, très bons résultats. Et nous avons beaucoup de gens. القلاب المغربية حاقرين نفوسهم بزاف 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 بزاف. Et il y a d'autres اللي حاقرين نفوسهم بزاف ولكن وياك وتفيقهم. 11h, oui, Rita Septia. Oui. Vas-y ma chérie. Oui. Effectivement, Elie, tu as bien raison. Un Maintenant- ennemi de la respiration musicale. Yalla, ça fait donc après Non, la mais on va respiration t'écouter, mais c'est- musicale. Voilà. Her, il faut pas. Enfin, moi, j'aimerais juste qu'on s'assure que, zama, quand on parle de le syndrome de l'imposteur, qu'on n'imagine pas forcément her hadouk الناس اللي حشوميين وما كنسمعوهمش كيدويو ou comment dire rase les murs ou غاديين معجن بالحيط ou non, une personne qui est très réservée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a le syndrome de l'imposteur. Merci. Oui. Et vous pouvez trouver quelqu'un qui prend la parole en public, qui Oui, anime des oui, séminaires, des conférences pour 16 000 personnes et qui vit ça avec le vit- syndrome de oui, l'imposteur oui. et qui va le vivre à chaque fois, Tout à fait. qui va Oui. faire ça. Mais parce que, effectivement, des fois, les plis que nous avons nous donnent des bénéfices qu'on n'observe pas, des bénéfices cachés. Et ça, c'est ce qui est de plus délicat à débusquer. Alors, on va peut-être méditer sur ce que vous disiez pendant la respiration musicale. On va se retrouver, bien entendu, pour la suite de notre émission qui se poursuit, je le rappelle toujours, jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec nos invités Alice Elhani, Rita Septi, et nous parlons ce matin du syndrome de l'imposteur. Alors effectivement, il y a les responsabilités des ressources humaines parce qu'il faut appréhender différents caractères. Effectivement, on charrie tous des aspects qui sont quelquefois bénéfiques et d'autres fois qui peuvent être des freins. Alors quand on est recruteur, c'est sensiblement différent. On essaie de faire prendre le moins de risques possible à l'entreprise. Alors je ne sais pas si c'est un aspect auquel on est attentif. Lorsque on a en face de soi quelqu'un qui a des compétences, qui est un CV, mais qui a aussi un caractère, qui a aussi des craintes, qui a quelquefois aussi des doutes qui peuvent aller jusqu'au point où nous évoquons tout à l'heure, la personne peut se sentir entre guillemets inhibée dans l'entreprise. Alice Elhani, est-ce qu'on y est sensible au recrutement? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est l'un des points de vigilance les plus importants dans un rapport d'évaluation. Point de vigilance que nous disons verbalement aux clients, que ceux qui nous écoutent, un cabinet de recrutement n'est pas censé tout écrire, c'est très mauvais, ne le faites surtout pas. Pour la simple raison, c'est pas entre les mains de qui tombera ce rapport. Ah. Et ce rapport peut tomber entre les mains de cette personne que vous avez en face de vous. Et si elle ne comprend pas très très bien les termes, même si elle est très intelligente, il faut faire très attention. C'est un point de vigilance. Je t'ai parlé tout à l'heure des polytechniciens, des machins, qui issus de classes populaires et qui me le disaient. Et on avait ressenti cela et c'était un point de vigilance sur que. Alors par contre, nous en avions eu deux qui avaient ce syndrome de l'imposteur au Maroc. Mais dès qu'ils ont été mutés, l'un je pense à Madrid, l'autre je ne sais pas si c'était au Luxembourg ou le Liechtenstein, Oui. et c'est des gens qui n'avaient plus ce syndrome de l'imposteur. Et jusqu'à ce jour, je me pose cette question. Oui. Est-ce dû à quoi? Est-ce dû parce que nous vivions dans une société dans laquelle faire le bzaf? Est-ce qu'ils vivaient dans une... Je ne sais pas. Ces deux bonhommes-là ont carrément changé et ils ont brillé de tout feu. Je ne sais pas si on dit ça avec de tout feu, ça se dit, de tout feu. Mais au Maroc, ce syndrome d'imposteur les inhibait, comme tu as si bien utilisé ce terme-là. Oui, nous le rencontrons. Alors attention, nous le rencontrons. On peut passer outre sur certains points, mais ça dépend du poste pour lequel ils seront recrutés. C'est-à-dire? Tu recherches quelqu'un qui, par exemple, est directeur de projet. Tu peux passer outre parfois au niveau de la gestion des hommes et des femmes pour la simple raison qu'il n'y a pas une histoire de hiérarchie. Il gère des projets dans lesquels on va lui donner des équipes qui elles-mêmes dépendent d'autres personnes et ils sont là pour travailler en transverse. En transverse. Merci beaucoup. On peut passer outre. Mais par contre, s'il y a des décisions à prendre et si c'est une équipe dans laquelle... J'avais quelqu'un qui avait dans son équipe une très belle femme, très intelligente, qui pétait le feu, je ne trouve pas d'autre terme, et il avait peur d'elle, pour rien du tout, alors qu'elle était adorable comme tout, Rosalem Namaka, bonne mère de famille, tout ce que tu veux, et lui-même, pour lui, était toujours petit par rapport à elle. Ils avaient pratiquement les mêmes diplômes, mais lui était beaucoup plus surdimensionné. Et il y avait dans sa tête toujours ce syndrome de l'imposteur. Bien établi. Donc, comment expliquer ça? Alors, là, ça veut dire que ça crée une hostilité, une crainte? Qu'est-ce que c'est? Non, il y avait pas. Non,
Mais pour lui, moi je parle pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui n'était... Alors pour moi, j'avais utilisé le terme à l'époque qui n'était pas correct, et qui n'avait pas d'ambition. Alors que non, le problème était beaucoup plus grave. Pas plus grave, mais il y avait cette histoire de cette personne qui... je ne sais pas, elle est toujours... elle va se dire, bon, peut-être que ouais, je suis là, alors que cette personne qui est en face de moi... Alors moi, je lui avais dit, dis-moi, ne me dis pas que tu es amoureux d'elle. Ça, c'est pour rigoler. À un moment donné, je voulais comprendre. Quand tu fais du recrutement, moi, je parle des cabinets de recrutement. Les DRH, je pense que c'est très différent. Un cabinet de recrutement, s'il fait bien son travail, il n'en sort pas indemne au sens très positif du terme. C'est qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, hommes et femmes, qui sont du fait de ces rencontres-là. Aujourd'hui, par exemple, je l'ai dit maintes fois, le cabinet place les enfants des gens qu'on avait placés dans les années 90. Pourquoi j'en parle? Ça lie une amitié sincère. On t'a placé dans les années 90, on connaît ta femme, on connaît si c'est une nana, une dame plutôt. D'ailleurs, ma fille m'a dit, on dit plus mec et nana, tu es vieux. J'ai dit, bon, donc, on connaît le mari, on connaît la femme, on connaît les enfants. On connaît la montagne. Donc ça devient des gens, c'est une amitié sincère. Et tu discutes avec ces gens et tu découvres beaucoup de choses. Ce bonhomme dont je t'ai parlé, Anna, qui avait avec lui une collègue qui était... Et lui, toujours en travaillant, il se disait, ah, je ne mérite pas. Alors que non, le mec était brillant et le mec avait sa place. Je m'arrête. Alors oui, J'ai dit beaucoup de choses, ma chère Rita. Non, mais au contraire, c'est très bien, ça ouvre davantage la discussion. Effectivement, on peut avoir ça. On a des managers qui peuvent se sentir menacés ou qui peuvent juste se sentir moins légitimes. Surtout ça. Pour ce cas, c'est moins légitime. Moins légitime que d'autres membres de l'équipe. Et encore une fois, c'est un sentiment qui est vraiment interne. Ça peut être justifié par les diplômes, ça peut être justifié par autre chose, mais en fait, c'est un sentiment interne. Même à diplôme équivalent, ça peut être un sentiment interne parce que la personne va se dire « Ah ben tiens, elle communique mieux, quand elle prend la parole, on l'écoute plus, etc. etc. » Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'insiste beaucoup parce que je voudrais vraiment pas qu'on confonde le sentiment de l'imposteur avec le manque de confiance. Si quelqu'un manque de confiance en lui, ça ne veut pas forcément dire qu'il a le syndrome de l'imposteur. Avoir le syndrome de l'imposteur, c'est être compétent, c'est être légitime aux yeux de l'extérieur, mais pas suffisamment à ses propres yeux. Et c'est pas exactement, et c'est pas forcément un manque de confiance. C'est vraiment une volonté de se surpasser en permanence et de faire toujours mieux et de faire toujours plus. Oui. Et quelque part, tu as parlé tout à l'heure de bénéfices cachés. Évidemment qu'il y a un bénéfice caché. Évidemment qu'il y a un cadeau caché derrière ça, parce que ça fait que la personne se challenge en permanence. Ça fait que la personne va toujours essayer de faire mieux. C'est une façon négative d'accroître les chances qu'elle a d'obtenir les résultats qui lui sont importants, c'est-à-dire d'être à la hauteur de ses attentes vis-à-vis d'elle-même. Et oui, parce que... Et ça peut être une quête sans fin. Quand on n'en est pas conscient, ça peut être une quête sans fin. Quand on en est conscient, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre de la distance avec ça et remettre le curseur là où il faut. Mais on doit être aidé ou pas? Pardon. Oui. Ma question à Rita, mais là, je pense qu'on doit être aidé si on est conscient. Alors, écoute, je crois que maintenant, il y a différentes manières de répondre à ça. Parce qu'avant, je pense que j'aurais dit oui, bien sûr, systématiquement, il y a des psychothérapeutes, etc. Ensuite, il y a eu les coachs, oui, on peut se faire aider par un coach. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme information partout, oui, on peut se faire aider, on peut s'aider soi-même. Parce que d'abord, l'information est disponible. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de vidéos qu'il y a sur Internet, de professionnels qui traitent de tous les sujets, ça peut au moins orienter un peu. Et pour ceux qui ne peuvent pas, pour des raisons financières, tout le monde n'a pas forcément accès ou la possibilité de se faire aider. Et parfois, il y a ce blocage on n'a pas forcément, psychologique. effectivement, ça peut être des barrières psychologiques, ça peut être des barrières financières, ça peut être des barrières logistiques, de temps, etc. Mais même avec toutes ces barrières-là, on peut déjà commencer ne serait-ce que à y réfléchir et à voir des vidéos, regarder des vidéos, voir de la documentation, de la littérature, etc. Et juste comprendre que la personne qui vit ça, elle n'est pas seule
à le vivre. Oui, et il n'est pas interdit non plus d'y réfléchir pendant la respiration musicale et même sur les routes. Nous allons bien entendu reprendre la suite de notre émission des experts. Et ceux qui souhaitent bien sûr témoigner, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec nos deux invités que je présente à nouveau. Pour ceux qui se joignent à l'émission, nous sommes avec Alice Elhani et nous sommes avec Rita Sibti qui nous parle ce matin du syndrome de l'imposteur. Alors dans l'entreprise, on disait qu'il y a une phase qui est le recrutement. Effectivement, c'est un aspect auquel on peut être attentif. Après, effectivement, les personnes ne sont pas nécessairement figées dans ce qu'elles ont pu être à un moment de leur vie. Rita Sibti. Et aussi, les fêlures ne sont pas de la même taille, ni de la même gravité chez les uns et les autres. Alors, il y a les profils différents de ceux qui ont ce syndrome-là, c'est-à-dire pas nécessairement des personnes réservées, mais pour autant, l'entreprise est toujours prudente dans l'approche qu'elle a avec les profils qu'elle a déjà recrutés, que ce soit dans les politiques de ressources humaines ou que ce soit dans le recrutement. La question qui se pose souvent, c'est celle de la marge de manœuvre. Quelle est l'intimité, quel est l'espace qu'on peut créer pour, entre guillemets, déceler, dénouer, ou peut-être faire entrevoir des chemins pour que la personne puisse occuper la place qu'elle mérite d'avoir. Rita Zepti. Alors, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il en va aussi de la responsabilité individuelle, hein, parce que clairement, Bah oui. au niveau de l'entreprise, alors une direction RH vraiment qui tient la route va mettre en place un certain nombre de process, va faire de la gestion de talent, faire de l'identification avec une certaine méthodologie, ce qu'on appelle aussi les people review dans notre jargon RH. C'est-à-dire Alors, une people review, ça veut dire que tous les ans, il y a une revue du personnel, une sorte de cartographie où, par exemple, on va dire Badr, ses points forts, c'est ça, ses moments forts de l'année, ça a été ça. Son potentiel, il a du potentiel pour être ceci ou cela, etc. Alors, On peut aller sur un plan de développement pour le préparer à succéder à un tel qui sort à la retraite dans 2 ans. Et donc, en fait, c'est ça des people reviews. C'est-à-dire que sur chaque personne, on va s'arrêter, on va faire un les petit points zoom forts, les points faibles, essayer de, et oui, de voir, se et voir projeter. exactement, et voir comment on peut se projeter avec la personne ou pas, hein, parce que Bah des oui. fois, ça peut aussi mener à, OK, il n'y a pas forcément de projection ou c'est problématique ou autre. Et donc voilà, donc ce que je disais, c'est qu'il y a une certaine méthodologie, on va dire, pour identifier, pour se focaliser sur les gens, sur les individus, et voir quel est leur potentiel, jusqu'où ils peuvent aller, est-ce que c'est le bon moment pour eux, est-ce que c'est pas le bon moment, comment on peut les préparer, etc., etc. Et donc, il y a cette responsabilité de l'entreprise et il y a aussi la responsabilité individuelle parce qu'on peut emmener les gens que vers où ils Ils peuvent veulent. aller. Ils Tout à peuvent fait. et ils veulent. Mm. Donc il y en a qui veulent pas et puis il y en a qui y vont, mais qui vont y aller, mais intérieurement Craintif. vont y aller Oui. avec, La boule au ventre. exactement, la boule au ventre et qui vont garder pour eux et donc un sentiment d'inconfort, de pression permanente qui se traduit en anxiété, en angoisse Oui, et qui parfois déborde sur les personnes et qui qui sont. peut Oui. effectivement déborder. Donc voilà, c'est une responsabilité commune, celle de l'individu à un moment aussi de se prendre en main, celle aussi de l'entreprise d'accompagner, de rassurer, ou enfin du manager de rassurer comme il peut, hein, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas d'infantiliser la personne. Et puis rassurer, ça se fait comment dans ces contextes-là? Ça se fait aussi de manière factuelle. Et la meilleure manière de faire prendre conscience, ou en tout cas d'aider une personne à combattre un peu ce syndrome de l'imposteur, c'est de la mettre face à ses réalisations. Et même, c'est un travail aussi qu'on fait en accompagnement, Ah en oui. coaching individuel, et j'imagine aussi en thérapie, face à quelqu'un qui doute ou qui va avoir un certain niveau d'anxiété à chaque fois qui va être exposé. Mm. L'idée, c'est de faire un travail de manière extrêmement factuelle, de ramener la personne à ses réalisations, à des situations passées,
qu'elle aurait vécu avec autant de pression et d'appréhension et qui, au final, après l'expérience, A pu les le surmonter. résultat a été extrêmement positif. Et en général, quand on fait ce travail avec les gens, la première réponse qu'ils vont trouver à ça, c'est « Ah non, mais j'ai eu de la chance. Oui. Ah non, mais parce que j'ai eu de la Oui. chance. Ah non, mais parce que dans l'audience, il y avait les questions qui ont été posées étaient simples et donc j'ai pu répondre, etc., etc. Mais ok, alors une fois, ça peut être une coïncidence, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, etc. C'est que c'est pas une coïncidence. Et c'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, c'est pas un virus. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de vaccin contre le syndrome de l'imposteur. C'est une constitution psychologique. Et l'idée, c'est d'en prendre conscience, de savoir qu'on va avoir tendance à ressentir cette illégitimité, limite chronique, qui n'est pas forcément justifiée, mais c'est notre manière de fonctionner. Et dès lors qu'on est conscient de ça, déjà, on en est conscient. Oui. Et on sait que c'est un mécanisme, que c'est un réflexe. Et à partir de là, c'est OK. Je fais aussi la part des choses entre Oui. un stress légitime, hein, parce que si je vais prendre la parole auprès de 10 000 personnes ou auprès de 20 personnes, ou voilà, oui, il y a toujours effectivement le risque de bugger, il y a le risque de ne pas être dans le sujet, il y a le risque d'avoir une question à laquelle on n'a pas forcément la réponse qu'il faut. Donc on peut avoir un niveau d'appréhension. Enfin, moi, à chaque fois que je fais la radio, en arrivant, je me dis, bon, bah, il y a un petit niveau d'appréhension. Ah, bah, j'ai pensé à un invité. Bon, j'ai pensé à un invité, mais c'est vrai que Mais bon, c'est mais- oui, mais c'est OK, oui. c'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est de se dire, oui, effectivement, c'est une situation nouvelle, c'est un sujet nouveau. Il y a de l'exposition, on peut avoir un auditeur qui peut appeler pour dire ce que vous dites, c'est n'importe quoi, moi je suis pas d'accord. Et c'est OK aussi, mais le fait de savoir qu'il y a un niveau d'appréhension qui est limite normal et légitime, et faire la part entre un niveau d'appréhension qui va mener à une souffrance ou qui va à un moment rendre la personne en incapacité ou se mettre une pression dingue. Et après, quand on sort de l'événement, on se dit, mais pourquoi j'ai stressé autant? Ah, pourquoi je me suis infligé ça? Bon, pour Alice Al-Hani, c'est une autre paire de manches. Ça doit- Parce oui. qu'il faut se dire toujours, il Oui, faut pas mais il trop n'a se pas les poser mêmes. faut Oui, pas trop se poser de questions. Mais il faudrait au moins avoir la force de pouvoir le faire. Après, il y a aussi ceux qui doutent réfléchissent doublement. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, non, mais je les plains, j'ai Liana. entendu, oui, c'est du petit lait, parce que c'est une constitution psychologique, et oui, c'est le terme. Mais il y a un travail à faire, tu vois, un travail sur soi à faire, mais il faut l'accepter. et Ou faire comme la chanson qu'on a écoutée, laissez-moi Tu as faire voyagé ce pendant la respiration musicale. Oui, oui. Ah, Laissez-moi la seule que tu as faire que appréciée parmi toutes celles dont on a profité. C'est ma petite avec fille les- Inès, elle adore ça. Elle adore cette musique. Oui. Laissez-moi C'était une vivre comme je dédicace, veux. Laissez-moi. je le Il y a des précise. gens qui vous le disent. Oui. Laissez-moi vivre comme je veux. Mais parfois, là. Et ça, tu sais, ma chère Rita, je l'ai également vécu les ministères et les administrations. Le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de gens d'une compétence extraordinaire. Et c'est pas une question, comme tu as si bien dit tout à l'heure, manque de confiance en soi. Ils veulent faire beaucoup, beaucoup mieux. Il y a toujours ce... Et malheureusement, on perd des gens très, pas importants. Tout le monde est important. Des gens très compétents, on les perd en bout de chemin et c'est malheureux. Donc, bon, à la rigueur, les ministères, l'administration, c'est de l'économie non marchande. Il n'y a pas de problème. Mais dans une entreprise, c'est un gâchis s'il n'y a pas, comme tu l'as si bien dit, une DRH proactive. Le review, machin, tout ce que tu veux, puis review, tout ce que tu veux, voir un petit peu, voilà comment on voit le... Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la gestion des talents. Moi qui hurle à tout bout de champ, à quel work, c'est 56. Non, la gestion du temps. La gestion du bout de temps. champ, Alors, un qui mot de hurle en conclusion. disant, la Oui. gestion de carrière, c'est vous-même qui la faites. Par contre, là, ce qu'a dit, gestion des talents, gestion des carrières, pour des gens pareils, qu'on décèle, si on est un bon DRH ou une bonne DRH, c'est cette gestion qu'il faut faire pour ces gens-là. Sortir l'histoire du fameux comptable, sortir, le prendre en main parce qu'il va beaucoup donner pour l'entreprise. Ali, si tu permets une petite permets précision, elle, quand on dit DRH, pour qu'on soit clair, c'est pas le directeur ou la directrice RH, c'est la direction C'est- RH. La hein. direction, oui. Voilà, Là, Anna, Oui. le DRH, le premier DRH pour moi, c'est le PDG. Premier DRH.
C'est ouais, Oui. Comment qu'il y a la publicité. Oui, toujours. 57. C'est le PDG, le DG. Pour Ouais. moi, le premier Ouais, DRH. ouais, ouais. Comme je dis que le DRH ou la DRH, c'est le DG interne de l'entreprise. Bah, Le oui. premier DRH, allez acheter, il recrute un bon DRH avec qui va former une DRH qui va en former un bon binôme. Alors notre patron, c'est parfois les heures ou les horaires plutôt. Tout à Alors fait. Alice El-Hani Et sera ouais. notre mot de conclusion pour cette émission. Je vous remercie tous deux Merci. pour Merci à votre vous, Merci participation à vous. et on se retrouve demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique.